Bonjour à tous et bienvenue donc à ce nouveau webinaire du Réseau Rural National. Quatrième webinaire qui est un rendez-vous toutes les 2 semaines et qui porte en fait sur une thématique du FEADER, accompagnement aussi des politiques liées au développement rural. Aujourd'hui, donc, nous avons un webinaire spécial sur un nouveau membre du réseau rural qui est le PUCA, Plan Urbanisme Construction Architecture, et l'approche du PUCA qui est multiple, là sera plus particulièrement en prolongement du dernier webinaire sur les thématiques lien urbain-rural, alimentation, circuit court. Nous avons aujourd'hui à peu près 150 inscrits pour ce webinaire, autant des personnes, des collectivités locales, des associations, des fondations, pas mal de chercheurs aussi, autant de publics qui constituent justement les sujets dont on va parler. Et nous avons, à la suite des grandes vacances où nous ferons une pause, une reprise des webinaires toutes les 2 semaines avec de nouveaux thèmes. Et n'hésitez pas en fait à compléter le formulaire qui vous sera envoyé pour proposer de nouvelles thématiques, voire peut-être découvrir aussi de nouvelles structures, peut-être votre structure, et aussi à vous inscrire pour pouvoir bénéficier de toutes les informations du réseau rural sur les programmes européens pour l'innovation, pour Leader, ou pour aussi recevoir au fur et à mesure toutes les revues et documentations du réseau rural qui sont gratuites et qui permettent de mettre en valeur les différents projets sur le territoire. Pour la présentation d'aujourd'hui, donc nous aurons l'intervention de Cécile Altabert de l'ANCT, qui travaille en lien avec les différents programmes du PUCA. Ensuite, Julien Moulard et Hélène Millet, qui sont chargés de mission au PUCA. Et enfin, 2 présentations de cas de recherche, plus particulièrement dans Pouxu Territoire, avec David Robin, qui est enseignant-chercheur à l'ENSA de Clermont-Ferrand, et Moira Iango, qui est chargée de mission PAT au Grand Clermont. Et dans un deuxième temps, Gaëtan Mangin, qui est à la MSH de Dijon, et Céline Braillon, qui est membre de l'association habitante de Tournu. Et enfin, nous conclurons avec une intervention d'Hélène Pechkin, qui est secrétaire permanente du PUCA et qui nous donnera les différentes grandes lignes de ce JPA. Sans plus attendre, je vais passer la parole donc à Cécile Altabert, pour avoir une petite présentation côté ANCT. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je ne suis pas sûre que vous me voyez bien, mais on va faire avec les moyens du bord, désolée. On m'a donc demandé de préparer quelques mots sur l'enjeu pour l'agence du lien urbain-rural et aussi sur notre relation avec les programmes POPSU Territoire et POPSU Métropole, sachant que je suis plus particulièrement le programme POPSU Métropole, donc je ne pourrais peut-être pas couvrir l'intégralité du champ. Au sujet donc de ce lien urbain-rural, on a mené depuis la mi-2018 des travaux sur les coopérations entre les métropoles et les territoires environnants, en l'occurrence une étude qui permet de dresser une sorte d'état des lieux et une démarche de prospective qui s'appelle la fabrique prospective. Et ces travaux nous ont permis d'arriver à un recensement de 173 coopérations entre des métropoles et des territoires environnants. Et ça donne à voir que parmi ces coopérations, il y a beaucoup de coopérations qui se font avec des territoires ruraux. Donc, c'est assez important de bien souligner qu'il y a une réelle activité de coopération entre ces territoires métropolitains et ces territoires ruraux. Pour être plus exact, on a recensé beaucoup de coopérations avec des EPCI à fiscalité propre et en particulier des communautés de communes à proximité des métropoles, en première couronne et parfois en deuxième couronne, avec des thématiques assez fortes comme la mobilité, les transports, le tourisme, le développement économique, et puis des thématiques plus montantes mais néanmoins essentielles autour de l'énergie, de l'alimentation, de la santé, de la culture, et j'en passe, et de l'énergie par exemple. C'était en fait une enquête en miroir, donc on a aussi interrogé ce qu'on a appelé les territoires environnants. Et c'est assez intéressant de voir qu'en termes de thématiques couvertes par les coopérations qui ont été déclarées par ces territoires environnants, parmi lesquels on va retrouver entre autres donc ces EPCI, mais aussi des PNR, des pôles métropolitains, des pays, des parcs naturels régionaux, on a à peu près les mêmes grandes thématiques qui sont couvertes
mobilité et transport, tourisme et aussi attractivité. Et ce qui me permet d'arriver à peut-être un point un peu saillant, c'est donc cette partie recensement, mais c'est aussi tous les échanges qui ont lieu dans le cadre de la fabrique prospective, qui a enrôlé 4 métropoles, Rouen, Toulouse, Brest et Nantes, et des territoires qui les environnent. On est vraiment dans l'idée qu'il y a des interrelations très fortes entre les territoires, des liens d'interdépendance, des flux énergétiques, alimentaires, des flux de masse salariale. Et tout ça amène donc à développer des coopérations pour aller au-delà des périmètres administratifs. Donc, il me semble que c'est vraiment important de rappeler ça dans des petits éléments d'introduction. On est vraiment sur des questions de ressources et au-delà sur des connexions physiques, d'où la thématique mobilité et transport qui est très forte dans les coopérations qu'on a pu recenser. Et tout ça nous amène à vraiment estimer que ce sont des sujets importants pour l'agence qui, comme vous le savez, se met vraiment au service des projets des territoires, qui va essayer de déployer toute une ingénierie quand il n'y aura pas d'ingénierie locale pour appuyer justement les territoires dans la mise en place de tous leurs projets. Et donc, à partir du moment où on comprend que la coopération est vraiment un facteur de cohésion des territoires, on est dans l'idée de travailler plus avant sur toutes ces questions et donc de garder vraiment une sorte d'attention pour les démarches existantes et aussi pour les enjeux de renforcement de ces démarches existantes. Et pour finir, parce que je sais que le temps est compté, donc oui, le programme Popsud Métropole que j'ai la chance de suivre un peu plus traite aussi de cette question des liens entre les métropoles et les autres avec toutes sortes d'angles d'approche, mais je pense que ça sera traité après. Et on est vraiment dans une complémentarité entre les études qu'on a pu mener et ces travaux-là, sachant qu'il y a 15 plateformes locales, qu'il y a des travaux de recherche qui font vraiment un point sur toutes sortes de problématiques. Donc, moi, ce que je vous présente, c'est quelques éléments pour vous dire que le sujet des liens entre territoires urbains et territoires ruraux, c'est vraiment quelque chose d'important pour l'agence, qu'on essaye d'y travailler encore et encore dans les temps à venir, et que les regards de toutes ces plateformes locales mises en place par le programme Popsud Métropole permet en fait de prolonger un peu les travaux qu'on a menés. Donc, il y a vraiment une question d'approfondissement qui est là. Et je m'en arrêterai là pour ces quelques mots. Merci Cécile. Julien et Hélène, je ne sais pas qui commence entre vous deux pour la présentation. Alors, merci David, je vais prendre la main. Donc, bonjour à tous et toutes. Merci encore au Réseau Rural Français de nous donner l'opportunité de pouvoir présenter ces programmes, Popsud Métropole et Popsud Territoire, autour de cet angle des relations urbain-rural qui est vraiment au cœur de ces deux programmes de recherche. On va le présenter à deux voix. Donc, je suis Julien Moulard, urbaniste et responsable du programme Popsud Métropole, et Hélène Millet, responsable du programme Popsud Territoire, prendra la suite. On aura ensuite deux focus, comme tu l'as dit David, autour de deux recherches menées dans ce programme. Une recherche Popsud Métropole sur Clermont et une recherche Popsud Territoire sur Tournu. Ensuite, Hélène Pesquine prendra la parole pour un petit mot de conclusion. Quelques mots sur le plan urbanisme, construction, architecture, le PUCA. Alors, c'est un organisme interministériel qui dépend de 3 ministères, transition écologique et solidaire, cohésion et territoire et culture. Il mène des programmes de recherche incitative, de recherche, action et d'expérimentation. En particulier, le lancement d'appels à propositions de recherche. Il y en a deux qui viennent d'être lancés ces dernières semaines, un sur la biodiversité, le programme BAUME, et un sur la ville productive, qui sont des gros programmes de recherche ouverts à la fois aux chercheurs, mais aussi aux praticiens et aux collectivités. Des actions de veille scientifique, d'état de l'art, de capitalisation des savoirs. En particulier, le PUCA a lancé il y a quelques semaines maintenant un travail de capitalisation autour de tout ce qui s'est dit et écrit autour du lien entre le Covid et les villes. Donc là, un travail de veille scientifique qui est en cours. Et puis des actions de valorisation et de diffusion des résultats qu'on évoquera.
Le programme POPSU dont on parle ce matin est un des programmes du PUCA. Il réunit aujourd'hui 15 métropoles françaises sur les 21 métropoles institutionnelles créées par la loi MAPTAM et les lois NOTRe. Et 20 petites villes. Dans ces 15 métropoles et 20 petites villes, on a près de 350 chercheurs qui sont aujourd'hui mobilisés, ce qui en fait un des principaux programmes de recherche aujourd'hui au plan national sur les villes et les territoires, donc impliquant, et c'est important pour nous, une cinquantaine d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui sont vraiment mobilisés localement. C'est-à-dire que autour de chaque métropole ou petite ville, le plus souvent travaillent des chercheurs qui sont dans les universités locales. Ce programme, il est opéré en partenariat avec, comme vous le voyez, un grand nombre de partenaires. C'est vraiment un programme partenarial tant sur son financement que sur son pilotage. Je salue et remercie Cécile Altabert de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est un des partenaires principaux des programmes POPSU Métropole et POPSU Territoire. Et à ce titre, on est vraiment ravis de rentrer dans la sphère partenariale du réseau rural français. En quelques mots, qu'est-ce que POPSU? C'est donc une plateforme de recherche-action qui vise vraiment à mettre en symétrie, à produire des savoirs scientifiques et à les mettre en dialogue avec l'expertise opérationnelle des acteurs des métropoles et des petites villes, mais aussi des élus. Donc, de produire des connaissances qui soient issues de ce dialogue, de permettre de produire des analyses sur les enjeux et les évolutions des villes et des territoires à partir de cette double entrée du savoir scientifique et de l'expertise, et puis de diffuser au plan national auprès des élus, des services des villes et du grand public ces connaissances avec deux idées. La première qui est de pouvoir localement nourrir l'action publique à partir de la recherche, et une deuxième idée qui est plutôt au plan national de faire rayonner ces savoirs et de les diffuser. Vous avez 3 exemples à droite de photos de modes d'opération du programme POPSU avec du terrain, de l'arpentage, un transect à Grenoble en haut sur la première image. Sur la deuxième, on voit l'inauguration des dispositifs techniques de mesure de qualité de l'air qui a été imaginé à Dijon avec des chercheurs. Et puis la troisième, la réunion de l'ensemble des élus de la métropole d'Orléans autour de la question qui est posée sur Orléans Métropole de la santé et du territoire. Voilà. La valorisation des programmes, on essaie de faire en sorte qu'elle soit la plus ouverte au grand public possible, pour qu'elle soit appropriable à la fois par les professionnels de l'urbain, des territoires, mais aussi par le grand public, avec des formats qui sont ceux-là, les cahiers POPSU qui sont en fait une manière de traduire la recherche dans des formats assez courts. Les conférences POPSU qui sont des verbatims de conférences qui ont été prononcées dans le cadre de la plateforme. La dernière qui peut vous intéresser en particulier vient d'être éditée. Elle est écrite par Sylvie Foll sur le rôle des petites villes, la place des petites villes dans les politiques publiques nationales. Et Sylvie Foll revient notamment sur les processus de rétraction des services publics dans les petites villes et la place qu'elles ont dans l'agenda public. Donc, on vous l'a mise en lien sur la page du réseau rural national. On vous invite à la consulter. Et puis, dernièrement, on a développé des films, des courts films, donc celui-ci sur Briançon, d'une dizaine de minutes, qui sont plutôt des portraits de petites villes sur le programme POPSU Territoire. Et ce film en particulier est lauréat d'un certain nombre de prix dans le monde du documentaire. Donc, on vous invite aussi à en prendre connaissance. Ils sont dans les liens mis à votre disposition. Quelques mots sur le programme POPSU Métropole, pour dire que les 15 métropoles qui sont aujourd'hui dans le programme, représentées à la fois par des chercheurs, des écoles d'archi, des universités, mais aussi des élus et des métropoles, des techniciens, elles sont toutes orientées autour d'un fil rouge qui est la métropole et les autres, défini par Marie-Christine Jaillet. L'idée pour nous et pour ces métropoles, c'est d'objectiver, de caractériser les relations, les interrelations entre les métropoles, les villes-centres et les territoires en proximité, les interlandes des métropoles. Et en ça fait vraiment écho avec le sujet du webinaire d'aujourd'hui.
avec l'idée aussi de sortir peut-être parfois de la caricature un peu simpliste de l'accaparement des richesses, de la métropole prédatrice qu'on peut entendre. La critique métropolitaine revient en force en ces temps de Covid. Et l'analyse de ces interrelations par le plan de l'alimentaire, de l'eau, des sols, etc., peut permettre parfois de montrer, en fait, d'inverser le sens de la dépendance. C'est un terme de Marie-Christine Jaillet. Ce serait de dire que parfois les métropoles sont dépendantes de ressources en eau, en énergie, en matériaux, qui sont localisés dans leur environnement en proximité ou au lointain. Et ce constat ouvre la voie en fait à des réflexions plus équilibrées, à des transactions plus équilibrées entre les agglomérations urbaines et les territoires, où chacun peut apporter au développement de l'autre. Donc c'est cette approche qui est en fait soulignée par l'ensemble des recherches qui sont menées. Que vous avez présenté succinctement dans ce schéma. Je vais faire un focus très rapide sur 3 d'entre elles, sachant que les 15 travaillent autour de ce fil rouge et ont une approche singulière. Donc, sur la métropole européenne de Lille, on a une approche par le métabolisme territorial, c'est-à-dire par une des recherches sur l'ensemble des flux d'énergie, de matière qui rentrent et qui sortent de la métropole pour essayer de voir d'où ils viennent et où ils vont, et justement quel lien la métropole tisse avec les territoires en proximité. Donc là, vous avez un schéma qui présente les matériaux agricoles, les produits agricoles qui rentrent et comment est-ce qu'ils sortent. Avec l'idée sur la métropole de Lille que c'est une des métropoles les plus agricoles de France, avec un espace très productif, mais qui ne consomme pas ce qu'il produit, ou peu. Il n'y a que 1 à 3% des productions locales qui sont consommées localement. Et par ailleurs, une distance moyenne parcourue pour des produits importés qui est plus de 2800 km, donc une distance importante, avec plus de 50% des produits consommés localement qui viennent de plus de 2000 km. Donc, cette approche par le métabolisme, dont on peut vous transmettre aussi le rapport, permet d'identifier justement l'interland alimentaire, on va dire, d'objectiver quels sont les flux entre les métropoles et les territoires et permettre de mettre en face les espaces de gouvernance. Le deuxième focus qu'on souhaitait vous proposer, c'est sur la métropole de Nantes, qui observe le projet alimentaire territorial de Nantes Métropole en particulier, avec un regard en particulier sur les acteurs qui sont souvent un peu à côté des politiques agricoles, qui sont les acteurs de l'aide alimentaire, du soutien aux exilés, les supermarchés coopératifs, tous ces acteurs qui sont un peu à la marge de l'action publique. Comment est-ce qu'ils sont intégrés dans ces projets alimentaires territoriaux et comment est-ce qu'ils sont intégrés dans la gouvernance alimentaire de la métropole? Un deuxième point qui est assez différent, souvent dans les plateformes on a plusieurs recherches qui sont parfois différentes autour du même fil rouge, c'est l'observation de la manière dont les instructeurs des droits des sols, donc on va dire les petites mains de l'urbanisme, peuvent, ça c'est une expression des chercheurs localement, engagent des discussions, les négociations avec les demandeurs et les requérants pour faire appliquer, on va dire, la fabrique urbaine durable et les objectifs de développement durable. À Toulouse, enfin, dernière plateforme, la recherche observe en particulier des mobilités et l'habité périurbain. La métropole de Toulouse est une métropole très étalée et l'idée de la recherche, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire vivre dans le périurbain toulousain, quels sont les déplacements qu'on effectue. Il y a souvent un manque de données pour les déplacements des territoires à faible densité, donc là, une approche qualitative qui est menée, et puis un regard en particulier sur les déplacements doux, notamment sur les sentes, les chemins communaux, historiques, comment est-ce qu'ils peuvent être support de mobilité douce. Voilà, un rapide tour d'horizon de 3 plateformes. Les 15 plateformes métropolitaines ont des sujets qui à chaque fois sont articulés autour de cette question du lien urbain-rural et des interrelations, et c'est aussi le cas du programme Focus Territoire. Je laisse la main à présent à Hélène Millet. Oui, bonjour. Donc, je ne sais pas si vous me voyez, mais je vais partir du principe que c'est le cas.
Donc, je remercie Julien pour cette présentation de Pop Territoire et je remercie aussi à mon tour le réseau rural pour cette opportunité pour présenter nos travaux. Je vais faire assez brièvement. Si vous avez des questions, besoin de plus de documents, on est absolument à votre disposition pour répondre à tout ce dont on pourra répondre. Alors, pour le programme Pop Territoire, donc je rappelle qu'on est aujourd'hui sur 20 petites villes de moins de 20 000 habitants, avec un scope qui part d'une petite ville, même d'un village de 800 habitants à une ville de près de 19 000 habitants, donc finalement des situations territoriales assez larges. Nous avons 3 grands objectifs pour ce programme Pop Territoire. Déjà, d'une part, de mieux connaître les dynamiques des petites villes et des ruralités par la réalisation d'études de cas, en association avec les élus et les services intercommunaux des collectivités partenaires. Deuxième objectif, apporter par la recherche un appui à l'ingénierie territoriale des petites villes qui souvent en fait en manque par rapport à des structures métropolitaines qui ont plus de moyens en termes d'ingénierie territoriale. Et enfin, de déployer des dispositifs de valorisation et de diffusion des connaissances produites qui ont pour but d'être diffusés auprès des élus, du grand public et de ne pas constituer un silo spécialiste, mais justement de pouvoir être approprié par tous les acteurs qui s'y intéressent. Donc, pour aller très vite, la méthode Pop Territoire est rappelée schématiquement sur le document. On a une première étape qui est celle de la consultation, à travers laquelle le jury sélectionne des projets de recherche-action et en fait lance les travaux de recherche. La seconde étape constitue le temps du terrain pour les chercheurs qui construisent les premières analyses. Et ces premières analyses sont ensuite discutées dans la troisième étape au moment d'un séminaire de co-construction qui réunit autour de la table les élus, les services intercommunaux, tous les acteurs économiques et les acteurs qui ont un lien avec la thématique traitée, et aussi les habitants. Et ce temps vise en fait à construire tous ensemble l'étude de cas pour avoir en fait à la fois des résultats qui répondent à l'exigence universitaire et à la qualité universitaire et à la montée en généralité qui est permise par la recherche et qui répondent aussi aux représentations et aux attentes des acteurs qui sont présents autour de la table. Les 2 dernières étapes, assez rapidement, donc on a un retravail des analyses par les chercheurs et une rédaction d'un rapport. Et la dernière étape est celle de la valorisation, de la publication des résultats, de la traduction des résultats dans une perspective opérationnelle et donc et de leur diffusion auprès des acteurs qui s'intéressent aux thématiques traitées. Pour rendre cette présentation plus concrète, je vous propose 3 focus sur des recherches en cours à Pop Territoire qui traitent aussi chacune à leur manière de questions qui touchent au monde rural et des liens entre les petites villes et les espaces ruraux. Donc, pour commencer, on a la plateforme de Magny-en-Vexin, donc en Île-de-France, qui en fait présente une petite ville sous influence métropolitaine dont le centre aujourd'hui est un peu en recherche de nouveaux dynamismes avec un risque de crise économique et sociale qui n'est pas encore présente, mais qui se laisse pressentir. Et donc, l'idée de la recherche qui est menée à Magny-en-Vexin, c'est d'identifier des vecteurs de dynamisme ou des vecteurs de redynamisme pour cette petite ville. Et dans cette perspective, la recherche propose d'interroger la place du monde agricole dans ce projet de redynamisation du centre, en faisant du monde agricole le socle, un des vecteurs de redynamisation du centre, en considérant que le monde agricole apporte des aménités, des biens, des services, et qui peut être envisagé en fait comme un socle de redynamisation territoriale et non seulement juste du centre-ville, dans une perspective un peu systémique du territoire. Pour la seconde ville, donc on peut parler du cas d'Arvieux, en Occitanie, dans le département de l'Aveyron, où là, c'est la thématique numérique qui est privilégiée, avec une commune rurale qui est en fait hors des scopes métropolitains, hors des documents de planification et hors des influences métropolitaines. Donc, c'est notre territoire le plus petit en termes démographiques. Donc, on est à 813 habitants. C'est un territoire qui, en fait, accueille différents dispositifs de numérique avec un tiers-lieu, un espace de coworking et un écosystème en fait, de start-up qui vont redéfinir le territoire
faire évoluer les modes de vie, faire évoluer le marché immobilier, faire évoluer tout un ensemble de choses dans le territoire. Et la recherche vise ici à observer à la loupe toutes ces transitions qui sont amenées par le numérique, à la fois sur les modes de vie, sur les enjeux sociaux, sur les conflits, et en fait, la recherche fait l'hypothèse que le numérique serait en train de redéfinir la relation urbain-rural, notamment dans les représentations, en la polarisant et en fait, créant des modes de vie urbains dans le rural ou des modes de vie rural dans l'urbain. Donc, avoir un peu un dépassement en fait, de cette dichotomie urbain-rural qui est un peu classique. Pour le troisième focus, on a choisi de vous présenter rapidement les travaux qui sont menés dans la ville de Xertigny dans les Vosges, donc dans la région Grand Est, où là, on a une approche qui concerne en fait les enjeux sociaux des territoires ruraux, et ici particulièrement la question du vieillissement et du maintien au domicile des personnes âgées. Donc, la recherche propose ici d'analyser les parcours résidentiels des habitants âgés pour comprendre les mécanismes qui influencent leur trajectoire résidentielle dans le but de proposer des recommandations aux politiques publiques locales. Et les chercheurs ici ont en fait commencé à décrire très sensiblement un écosystème d'acteurs qui gravitent autour des personnes âgées maintenues à domicile, donc qui vont constituer de l'aide à domicile, qui vont apporter des repas, etc. Et en fait, décrivent par là un rapport très particulier au territoire, un rapport très particulier entre les communes rurales et le centre-bourg, en mettant aussi en avant des services qui souvent en fait demeurent dans l'ombre et demeurent un peu en dehors des projecteurs des politiques publiques locales. Donc voilà pour ces 3 courts focus. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations sur les projets ou pour être mis en contact avec les chercheurs parce qu'ils sont tout à fait disponibles. Donc, pour faire un point général en termes de conclusion sur les regards des programmes POPSU Territoire et Métropole sur les questions agricoles et alimentaires, on peut discerner à l'heure actuelle 3 grands axes qui se détachent. Le premier axe est celui de approvisionner la ville, où la question agricole est en fait prise sous l'angle des ressources pour les villes et pour les métropoles. Donc, on l'a vu notamment à Lille. Et à Bordeaux. Et donc, la question agricole est vue de la manière du point de vue de la ressource, donc comment elle peut approvisionner les villes. Le deuxième axe est la question de la fabrique alimentaire des territoires, où là, la construction d'un système alimentaire territorial devient un enjeu de gouvernance pour les métropoles et pour les villes, et de démocratie, donc comme on va pouvoir le voir à Tournu. Enfin, le troisième axe est celui qu'on a appelé ville et espaces ruraux vers un territoire commun, où là, on a une pensée plus systématique du territoire qui lie ville et espaces ruraux un peu dans cette idée de renversement de la dépendance que Julien a pu mentionner pour POPSU Métropole, où en fait, on n'est plus sur un territoire, une ville qui domine ces espaces ruraux, mais un ensemble d'interconnexions, d'interdépendances, de relations qui font qu'on a un territoire commun et pas seulement un territoire dépendant de la ville. Donc, ce qui est très important pour conclure en fait, ces 3 axes, c'est de dire qu'on a une thématique de l'agriculture et de l'alimentation qui renouvelle les rapports entre les centres urbains et les espaces qui les environnent, qu'ils soient de nature, de production agricole ou de production alimentaire. Donc, pour terminer notre présentation, nous voudrions dire que nos programmes en fait, sont conçus et pensés dans leur réalisation et dans leur valorisation avec les acteurs. Donc, ça veut dire concrètement que nous sommes à votre disposition entière pour développer de nouveaux outils, pour mener de nouvelles recherches ou pour développer des supports de valorisation. Et à ce titre, Hélène Pesquine en reparlera sans doute, je signale que nous allons publier dans les semaines à venir la nouvelle consultation pour POPSU Territoire 3 et donc développer de nouveaux projets de recherche qui pourraient vous intéresser. Donc, je pense que le réseau rural vous enverra toutes les informations sur ce nouveau projet. Et j'en arrête là pour POPSU. Je vous présente juste la suite de ce webinaire. Donc, nous avons souhaité mobiliser les plateformes de Clermont-Ferrand et de Tournu. Donc, d'une part, on a le point de vue d'une métropole Clermont-Ferrand qui regarde les territoires ruraux autour, avec une métropole pour laquelle l'intégration des espaces ruraux est un enjeu dominant depuis très longtemps.
et avec un labo de recherche de l'ENSA Clermont-Ferrand qui est en première ligne sur les questions rurales en France, donc qui promet une intervention très enrichissante. Et nous avons souhaité mettre cette plateforme en regard avec la plateforme POPSU Territoire de Tournu, où là, on a un projet qui naît d'une initiative citoyenne, donc à une échelle complètement différente, et qui se transforme en projet de territoire sur le long terme, avec pour socle la question alimentaire. Donc, je laisse tout de suite la parole à Clermont-Ferrand, donc à David Robin et à Moira Angot, et je vous remercie pour votre attention. Oui, merci beaucoup Hélène. Je me permets juste de faire une petite parenthèse pour rappeler donc, que tous les documents, les présentations seront disponibles sur une page spécifique du Réseau Rural National avec les différentes sources que vous aussi vous pouvez apporter pour alimenter les débats. Tout l'intérêt pour ce webinaire, c'est surtout aussi de vous montrer pour les structures qui ne connaissent pas encore le PUCA, justement la particularité de ces projets de recherche qui peuvent être vraiment très très riches pour vous en tant que structure. Et vous allez le voir dans les 2 témoignages qui vont suivre. On a vu qu'il y avait beaucoup de questions qui avaient été envoyées. Alors, on n'y répond pas maintenant parce qu'il y a les différentes interventions qui s'enchaînent, mais après, vous pourrez échanger avec ces questions dans le groupe 1 sur le cas de Clermont-Ferrand et dans le groupe 2 sur le cas de Tournu. Voilà, excusez-moi pour cette parenthèse. David, allez-y, David Romain. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, et vous voyez bien mon document à l'écran? Tout à fait. Bon, bah parfait. Bonjour à tous. Merci Hélène pour cette présentation brève. J'espère qu'effectivement cette contribution sera enrichissante. Donc, moi, je suis architecte, enseignant à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand et membre du labo de recherche ressources, également donc référent recherche de cette recherche POPSU Métropole à Clermont-Ferrand. Je vais faire une présentation à double voix avec Moira Angot, qui est animatrice du projet alimentaire territorial. Pour le Grand Clermont, nous serons rejoints dans la partie atelier par Christine Fourniou, qui elle est chargée de mission auprès de Clermont-Auvergne Métropole. Donc cette recherche-action, projet alimentaire territorial du Grand Clermont et du PNR Livradois-Forêt, une approche par le projet territorial, urbain et architectural, finalement, elle a pu se développer parce qu'il y avait 3 vecteurs finalement assez concordants. Le premier qui était donc en 2018 la validation d'un plan, d'un projet alimentaire territorial. En deuxième lieu, l'engagement de Clermont-Auvergne Métropole dans la recherche POPSU et également la pédagogie de l'ENSACF très ancrée dans les territoires ruraux. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Moira qui va vous présenter brièvement le territoire et les enjeux du PAT. Oui, bonjour. Alors, effectivement, du coup, je pense qu'on peut passer la slide. J'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. Ah, ça y est. Pardon. Super. Du coup, donc le projet alimentaire territorial, effectivement, il a été initié en fin 2016-2017 par 2 entités administratives que sont le Grand Clermont, donc le PETR du Grand Clermont, qui est un syndicat mixte qui comporte 4 PCI tournés autour qui tournent autour en fait de la métropole clermontoise, hein. Et puis le parc naturel régional du Livradois-Forez qui s'étend en fait du Bourbonnais au Velay, en passant par les monts du Forez à l'est, et qui est un territoire plus rural. Et donc on s'est associé en 2018 pour porter une réflexion de projet alimentaire territorial, sachant que au préalable on avait déjà des actions chacun dans nos structures qui portaient déjà à contribuer en fait au développement d'une agriculture de proximité. Et donc là, ça a été une superbe occasion pour pouvoir collaborer et porter cette réflexion un peu plus loin. Du coup, effectivement, aussi prendre en compte en fait les interdépendances qu'on avait en matière de flux alimentaires, de ressources sur nos 2 territoires, qui sont finalement composées par, au niveau du Grand Clermont, une plaine céréalière au niveau de la Limagne, et puis au niveau du Livradois-Forez, plutôt des productions d'élevage, bovin-lait, bovin-viande, etc. Et donc, finalement, en s'associant pour monter le projet alimentaire territorial en 2017, on a constitué un vaste territoire de 500 000 habitants avec une énorme surface agricole, hein, quasiment 40%. Et donc, ça nous permettait vraiment de pouvoir continuer à collaborer sur ces richesses qu'on apercevait entre un territoire plus urbain et puis un territoire plus rural. Donc, finalement, le
projet alimentaire territorial, il est vraiment né, on est parti d'un constat qui aujourd'hui me semble largement partagé, c'est que l'agriculture et l'alimentation, elles sont confrontées à des enjeux majeurs de résilience face aux évolutions climatiques, de nécessité de diminuer les gaz à effet de serre, de santé, de demande sociétale, etc. Et donc pour nous, ça a été une véritable opportunité de construire une vision partagée pour aller finalement vers un système alimentaire relocalisé. Alors, on avait trois notions un peu phares en tête, qui étaient d'améliorer le taux d'auto-approvisionnement du territoire, et puis d'offrir aussi aux habitants les conditions d'une alimentation qui soit de meilleure qualité, qui soit saine et qui soit accessible aussi en termes de prix, de géographie. Et puis enfin, de pouvoir contribuer à développer une agriculture qui soit rémunératrice pour les producteurs et qui préserve l'environnement. Et tout ça, donc une fois qu'on a été lauréat de l'appel à projet PNA 2016-2017, on a fait le choix de mener cette réflexion avec un travail participatif et prospectif qui a été appuyé par le bureau d'études Solagro, par le biais de leur démarche qui s'appelle After 2050. Donc finalement, pendant 10 mois, on a porté une réflexion avec quasiment 250 acteurs du territoire, à la fois des grosses coopératives, des acteurs économiques importants, mais aussi des acteurs associatifs ou institutionnels, en gros, en essayant de réfléchir à ce qui se passerait si on ne changeait rien. Et puis, ce qu'on voudrait changer et du coup, quel serait le scénario le plus idéal pour pouvoir aller vers un système alimentaire plus durable. Et donc ça a donné lieu à une feuille de route que vous voyez à droite, qu'on a donc finalisée en 2018. Et qui tourne autour de 6 axes majeurs qu'on a voulu vraiment transversaux et complémentaires, mais qui du coup sont extrêmement vastes. Donc on va de la nécessité de maintenir et de préserver les espaces fonciers pour l'agriculture, mais aussi de contribuer à améliorer les pratiques agricoles, tout en essayant de développer les filières locales. Et puis après, on a vraiment une grosse partie sur l'importance de pouvoir offrir aux habitants du territoire une alimentation saine, donc avec un peu un focus sur la question de la santé et de la restauration collective, bien sûr, qui doit être durable. Et tout ça nous a mené, en fait, fin 2018, à passer une mise en œuvre opérationnelle, à la fois avec les acteurs locaux, mais aussi avec la communauté scientifique, et c'est pour ça qu'on a pu rentrer dans ce travail qui est mené par David Robin, aujourd'hui dans le cadre de POPSU. Merci Moira. Donc, l'autre vecteur, parallèlement, finalement, en 2018, la Clermont-Auvergne Métropole intègre le programme POPSU Métropole 3, la métropole et les autres, qui implique 15 métropoles françaises, en développant un programme Faire Métropole, ce qui n'est pas une évidence pour Clermont, autour de 3 axes. L'un, Faire Métropole au loin, Faire Métropole avec ses marges métropolitaines, et pour ce qui nous concerne plus particulièrement, Faire Métropole avec ses territoires voisins à travers les spécificités, les solidarités. Il y a 12 recherches qui sont engagées globalement, alors donc à la fois par le labo de recherche ressources de l'ENSACF, mais également par l'UMR Territoire, appartenant à l'Université Clermont-Auvergne. C'est un consortium en fait, qui associe également les services techniques de la métropole et des élus, avec la volonté finalement que la recherche se donne à voir in itinéré, c'est-à-dire au fil de sa production. Alors, je vous invite à consulter ce site internet qui a été mis en place, qui rend compte de ces différentes recherches en cours, ces 12 recherches. Et puis, nous concernant plus particulièrement, donc sur l'axe 2, un volet lié à la question alimentaire qui est abordé à travers 2 recherches, donc celle dont on va parler aujourd'hui, pour lequel je suis référent, mais également une recherche parallèle conduite par Salma Loudiyi, qui est géographe associée à Veta AgroSup et qui travaille sur la question de la gouvernance alimentaire, sur la question du foncier, comment on passe du foncier au paysage alimentaire. Le troisième aspect, le troisième vecteur, c'est donc l'engagement également de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand sur les territoires ruraux, le Massif central qui est clairement identifié comme notre territoire d'études privilégié, et la mutation des ruralités comme un axe majeur du projet d'établissement, observé au prisme de différents enseignements, et notamment l'un d'entre eux que je coordonne, Territoires ruraux en projet, en fin de cycle licence depuis 2010, qui a permis une somme d'expertise finalement sur des territoires du Massif central, et qui permet donc, dans le cadre de cette recherche, de mettre 60 étudiants, qui a permis de mettre à disposition 60 étudiants pour expertiser et projeter sur ce territoire-là de mars 2019 à juin 2019.
Notre objectif, donc, par rapport à cette recherche-action, était finalement de territorialiser, d'incarner davantage les orientations du PAT, notamment les orientations chiffrées, contenues dans le plan d'action, et puis d'imaginer finalement le territoire et les architectures agricoles de demain. Le protocole était assez simple, finalement, il s'agissait de comprendre un territoire dans sa complexité, d'expertiser un certain nombre d'enjeux liés aux 4 filières qui caractérisent ce large territoire, la filière viande, la filière lait, céréales, maraîchage et arboriculture, d'établir un échantillonnage de ce territoire, parce qu'il ne s'agissait pas de le couvrir dans sa globalité, vous le comprenez bien, d'identifier et de décrire un certain nombre de situations choisies, et finalement de développer des stratégies et des projets. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette carte, nous avons finalement réduit un peu notre territoire d'approche. On a plutôt fait le choix d'exclure l'ouest du Grand Clermont et également le nord et le sud du PNR, se concentrant sur le cœur du PNR et identifiant finalement une forme de transsecte. Ce territoire, donc, c'est un large territoire bordé à l'ouest par la chaîne des Puys. Ce qui est important de dire quand même, c'est que Clermont-Ferrand est sa particularité, c'est quand même d'être à proximité immédiate de 2 PNR, donc le Livre-de-Forêt qui nous intéresse là, et également sur son flanc ouest, le parc naturel des volcans d'Auvergne. Donc ce territoire, effectivement, est bordé par cette chaîne des Puys, qui est effectivement une icône et un élément majeur de notre territoire. C'est un territoire très métropolitain et connecté au croisement des autoroutes à 89 et à 71, irrigué au sud et au nord par 2 rivières, du sud au nord, l'Allier et puis l'Ador, son affluent, qui est très structurant pour le territoire du PNR. Un territoire très cultivé, avec effectivement une forte spécialisation sur la métropole, avec la plaine céréalière de la Limagne, mais de grandes enclaves également agricoles au sein de la métropole, et puis un territoire du PNR davantage dédié à la question de l'élevage bovin et des viandes, avec un certain nombre d'AOC bien identifiés, pour ne citer qu'une d'entre elles, la Fourme d'Ambert, par exemple. Un territoire de moyenne montagne, ponctué de villes moyennes, alors Thiers, une ville de 18 000 habitants, contenue dans le PNR, ce qui est quand même assez rare. La ville d'Ambert, très centrale. Ambert, qui d'ailleurs fait partie du programme, qui a intégré le programme POPSU Territoire, et pour lequel d'ailleurs un film est en cours de réalisation dans le cadre de la valorisation qu'évoquait Julien Moulard. Donc un territoire de moyenne montagne, et effectivement avec ces 2 villes moyennes, mais surtout une série de bourgs-centres très très structurants et une multitude de hameaux. 5 entités paysagères assez clairement identifiables, la plaine de la Limagne, ce qu'on appelle nous la Limagne des Buttes ou les coteaux du Biomois, au-delà à l'est du Val d'Allier, et puis progressivement donc on atteint les entités des monts du Livradois à 1000 mètres d'altitude, un territoire très boisé et dédié avant tout à l'élevage bovin. La vallée de l'Ador, marquée par la grande plaine d'Ambert, et puis le territoire des monts du Forêt, qui lui est très identifié aussi autour de cet espace, le plateau d'Estive des Hauts-de-Chaume, à 1600 mètres, qui est un milieu singulier et protégé. Donc là, rapidement, c'est une espèce de panel de cette mosaïque, vous le voyez bien, de paysages, de motifs rencontrés sur ces 90 km d'ouest en est, des grandes enclaves agricoles métropolitaines, en passant par ce haut livradois, cette mosaïque entre prairies et boisements, jusqu'au mont du Forêt. Donc, peut-être faire un zoom et évoquer notamment la question de l'usage des sols qui nous intéresse beaucoup, et notamment en lien avec la recherche conduite par Salma Loudilly. Ce qu'on peut noter, en fait, c'est que dans cet espace métropolitain, on a 435 hectares qui sont cultivés, qui sont davantage, en majorité, dédiés à la culture céréalière. Seulement 2% sont aujourd'hui dédiés au maraîchage et plus qu'1% à la viticulture. 285 hectares également de friches agricoles qui constituent un vrai levier de reconquête. Des enclaves agricoles qui sont très convoitées, vous pouvez le comprendre, par les dynamiques urbaines en place. Une disparition de nombreux espaces agricoles interstitiels qui étaient pourtant essentiels à la préservation des milieux intermédiaires. Et la question qui a été posée finalement aux étudiants, c'était comment préserver, intensifier, diversifier ces espaces agricoles pour assurer demain une transition propice finalement à une moins forte dépendance alimentaire. Et sur le territoire du parc Livradois-Forêt, ce qu'on peut noter de manière un peu simple, c'est une forte spécialisation en élevage bovin, viande et lait, mais également un territoire qui est confronté à la dure réalité, c'est-à-dire la fin des quotas laitiers, mais également
de nombreux agriculteurs, on va dire vieillissants, effectivement, qui ont du mal à transmettre leurs activités. Et néanmoins, c'est ce qu'on a observé, des modèles émergents, nombreux, qui sont liés autant à la conversion en bio qu'à la diversification des productions, à la transformation et à la valorisation des produits et à la mise en place de circuits courts. Donc sur ce territoire-là, la question qui a été posée, c'était plutôt quelle reconquête et reconversion du foncier agricole est souhaitable, mais aussi possible, et quels nouveaux modèles agricoles peuvent être développés qui soient alternatifs. Petit zoom sur la situation métropolitaine, avec effectivement cette grande page blanche qui correspond à la plaine de la Limagne, à l'est de la métropole, les côtes de Clermont qui font partie de ces premiers éléments topographiques liés à la chaîne des Puys, qui est un espace naturel sensible. Et puis, ce que vous pouvez voir en vert, 3 grandes enclaves agricoles. Je vous demande d'essayer de les retenir. La plaine du Béda, le parc agricole des Puys et la plaine de Sarliève. Pardon. Donc rapidement, hein, quelques images, parce que je trouve que c'est quand même important de s'imprégner pour ceux qui ne sont pas issus de ce territoire-là. Ce territoire de la Limagne, donc, qui aujourd'hui est confronté quand même à une forme d'appauvrissement des sols et à une artificialisation aussi forte, avec des rendements qui finalement faiblissent et qui posent la question de nouvelles pratiques de gestion qui passent notamment par la rotation des cultures, par des formes nouvelles de gestion telles que l'agroforesterie. Les côtes de Clermont, vous voyez émerger de cette métropole, ce grand paquebot, c'est un ancien sanatorium qui accueille aujourd'hui l'École nationale supérieure d'architecture. Et sur les 280 hectares de friches agricoles que j'évoquais, 220 sont quand même comprises sur ce territoire des côtes de Clermont qui vient d'être classé espace naturel sensible en partie. La plaine du Béda que j'évoquais tout à l'heure, alors ce qui est intéressant, c'est dans le cadre du fait de rendre compte de cette recherche en cours POPSU Métropole, nous organisons des événements qu'on appelle les voyages sémantiques et initiatiques. Un premier voyage a été organisé en septembre dernier. Il a donné lieu donc autour des 2 mots alimentaires et fonciers à une journée d'études qui rendait compte de nos recherches, mais également à une marche avec les acteurs de cette journée d'études, mais également des habitants et des acteurs du territoire dans cette plaine du Béda, dont on voit bien l'intérêt d'une préservation. Elle est aujourd'hui effectivement grignotée. Elle a été grignotée assez allègrement par des zones logistiques, commerciales et par l'urbanisation, mais elle a effectivement une vraie valeur dans sa capacité à marier à la fois des espaces de grande distribution, mais également des jardins familiaux le long de la rivière, des espaces de maraîchage et des espaces de culture céréalière. Rapidement aussi, 2 images qui vous montrent le parc des Puys, avec là l'incinérateur de Clermont-Ferrand, mais également la plaine de Sarlièvre, avec en toile de fond la halle d'Auvergne. Ce sont 2 espaces majeurs cultivés au cœur de la métropole et qui pourraient porter, eux, l'un des engagements du PAT, c'est-à-dire la reconversion de ces espaces céréaliers en espaces de maraîchage. Rapidement aussi, une photo du livre à bois-forêt, là, avec une nécessaire diversification des productions par rapport à une agriculture conventionnelle qui a tendance un peu à s'essouffler. Des choses intéressantes aussi qui montrent bien aussi le lien très étroit dans ce territoire-là entre une hybridation finalement assez intime entre des pratiques agricoles, artisanales et industrielles qui a généré finalement une espèce de profil d'ouvriers paysans ouvriers jusqu'aux années 50. Et puis pour finir, ce plateau d'Estive, des Hauts-de-Chaume, dans les monts du Forêt, où là, il s'agit plutôt de concilier protection, attrait touristique. Donc l'échantillonnage auquel on a procédé sur ce territoire a consisté finalement à dégager 14 échantillons de 8 km par 8 km chacun, tous intégrant finalement un noyau urbain aussi, parce que ça nous intéressait de voir les connexions possibles entre ces questions de transition, de mutation agricole, mais aussi l'incidence que ça pouvait avoir sur les espaces habités. 14 échantillons, donc 2 compris dans plutôt l'aire métropolitaine, 3 en B dans la situation des coteaux Billaumois, 4 sur le plateau les massifs du Livradois, 2 D en D, pardon, sur la plaine d'Ambert et 3 les sur les monts du Forêt. Je vous demande d'essayer de retenir les 3 situations en rouge que je détaillerai un peu plus. Donc cet échantillonnage du territoire, il a été opéré par nos étudiants à la fois avec les outils qu'utilisent nos étudiants architectes, la cartographie, le diagramme, la carte territoire, les croquis de paysage, mais aussi ces cartes mémoire interprétatives liées à leur parcours.
également une approche photographique thématisée. Et là, vous avez 2 extraits en fait de l'aboutissement un peu de cette recherche. Nous sommes en train de travailler sur un projet éditorial qui montre à la fois le détail de chacun de ces échantillons dans leurs évolutions, notamment sur la question d'occupation des sols, mais également dans chacun de ces échantillons, 2 situations expertisées liées à des activités agricoles en place. Il s'agissait pour nos étudiants de bien comprendre en fait la diversité des modèles en place et donnant lieu chaque fois à des interviews. Donc nous avons 28 entretiens avec différents acteurs du territoire, essentiellement des agriculteurs, mais également des maires, des distributeurs. Ces 14 stratégies qui ont été mises en place finalement et une trentaine de projets, elles visaient finalement à programmer et à inventer ces nouveaux modèles. Alors, pour résumer, finalement, parce que c'est très, très fourni comme travail, et je ne peux pas le restituer dans sa globalité, mais on peut assez facilement déceler finalement 4 familles. La première qui a constitué finalement à structurer et diversifier un certain nombre de filières existantes. On pourrait citer par exemple l'extension qui a été conduite par certains étudiants de la laiterie de Fournol, la société fromagère, qui est une énorme laiterie implantée au cœur du Livradois, avec une diversification de son activité. C'est le fameux fumoir à fromage dont vous pouvez voir une illustration à côté. Une famille aussi qui a consisté de projets plutôt basés sur la reconquête de la filière arboricole et viticole, donc là plutôt dans l'espace métropolitain et sur les coteaux du Biomois, avec par exemple un renouveau de la culture de la fraise qui a été oubliée dans la vallée du Miaudet. Une troisième famille qui a consisté, et je la trouve plutôt intéressante, à installer de nouvelles filières. Je vous détaillerai un peu plus tard l'installation, par exemple, d'une filière de porc fermier en plein air dans le Livradois. Et puis enfin, un certain nombre de projets qui visent à promouvoir les circuits courts et le bien manger, on va dire, avec par exemple, ça peut être un restaurant gastronomique, mais comme aussi des supermarchés coopératifs. Donc finalement, cette dimension prospective et programmative, elle constitue évidemment un fort enjeu. Et pour nous, il s'agissait de s'interroger sur comment finalement articuler les enjeux du projet alimentaire territorial, également à ceux dont on parle beaucoup aussi, d'artificialisation zéro, de reconquête des centres-bourgs, de préservation des milieux et de transformation des paysages. Donc première stratégie, donc plutôt inscrite effectivement dans cet espace charnière entre l'aire métropolitaine et le parc du Livradois à Billon, qui est l'une des bourgs portes d'entrée du parc naturel. Une stratégie qui vise finalement à réinvestir, à reconquérir les champs, les grands champs ouverts de la Limagne des Buttes, en y développant un projet finalement qui s'appuie sur une pépinière existante, enfin plutôt sur un conservatoire arboricole. Donc c'est le projet numéro 1, là, situé à Bonja, dans une petite commune, qui vise plutôt à installer une coopérative agricole et développer les vergers. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces vergers ont été pensés en pré-verger, qui est plutôt le modèle normand, qui intègre aussi l'élevage de volailles en plein air sous les vergers. Le deuxième projet, puis il y a vraiment une temporalité à 5 ou 10 ans, qui vise en fait à développer un centre de transformation arboricole et maraîcher sur cette commune de Billon. Et puis un troisième projet dont on peut imaginer qu'il prenne corps à peu près à 10 ans, qui est un chai viticole lié à la replantation d'un certain nombre de vignes. Et vous avez ces 2 images là où les étudiants se sont efforcés finalement d'imaginer cette mutation des paysages. Voilà, vous avez là le premier projet d'installation de cette coopérative sur la pépinière. Ce projet donc, de développement d'un centre de transformation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, les étudiants se sont emparés de la possibilité d'une reconversion d'une ancienne briqueterie abandonnée le long de la voie ferrée. Donc, ce projet, il est à la fois l'opportunité de création de ce centre de transformation à proximité d'une voie ferrée d'ailleurs, dont on imagine qu'elle pourrait être réactivée entre Billon et Clermont-Ferrand, mais également finalement de gérer la globalité de cette marge urbaine en y intégrant aussi un certain nombre d'espaces de maraîchage. Et puis ce troisième chai viticole qui lui aussi vient au contact immédiat d'un bourg médiéval fortifié et qui finalement résout aussi un certain nombre de résolutions quant à la réappropriation
de bâtiments abandonnés, de restructuration de l'espace public avec une figure de belvédère et un chien agricole qui vient s'enterrer dans le coteau. Et un deuxième projet qui est plutôt établi sur les coteaux des monts du Forêt, qui prend comme sujet, en tout cas, nous sommes à Job, la reconversion d'un certain nombre de fermes qui aujourd'hui sont des exploitations laitières en perte de vitesse avec des questions de transmission. Et le projet, finalement, je vais faire court, mais finit par identifier la nécessité peut-être de mettre en place une ferme test qui permettrait à des jeunes agriculteurs de tester leur activité avant de se réinstaller dans cette multitude de fermes à réinvestir. Donc ce projet, il est assez intéressant parce qu'il prend corps en fait dans le vallon de cette petite commune de Job, et il s'installe finalement en prolongement d'un certain nombre d'équipements communaux. Et au-delà d'assurer via 2 étables et un centre de transformation cette activité de ferme test, c'est un projet qui aussi permet de restructurer l'espace public et la capacité de ce bourg à se reconstruire autour de prairies communales et d'espaces publics un peu oubliés. Et puis le dernier projet, donc, qui s'installe plutôt dans 3 communes dans une situation finalement assez retirée, très enclavée, les communes de Novacelle, Saint-Bonnet-le-Bourg et le Chastel. C'est un territoire qui s'est énormément boisé suite à la campagne de forestation plutôt très appuyée par les politiques publiques à partir des années 50. Mais ce qui est intéressant dans ce territoire-là, vous le voyez sur cette carte, c'est une somme de grandes clairières qui sont aujourd'hui des prairies. Et le projet donc d'installation d'une filière de porc en plein air identifie, c'est ce qui apparaît plutôt en orange, là, un certain nombre d'espaces de sous-bois qui pourraient être mis finalement à disposition de cet élevage, finalement sans trop de contraintes. Il s'agit juste de déplacer les parcs. Et sur cette base-là, donc, le projet, cette stratégie imagine 2 projets. Le premier qui est une féculerie qui remet à l'honneur finalement une variété de pommes de terre, la Bleu d'Auvergne, donc des cultures de pommes de terre, et l'implantation à proximité du bourg de Saint-Bonnet-le-Chastel d'une féculerie amenée donc à produire un certain nombre de produits, de protéines, de fibres, de fécules, de protamylase, dédiés à la fois à l'alimentation des cheptels, mais également à la transformation de cette matière première. Et puis un deuxième projet assez intéressant aussi, puisque finalement, l'Auvergne, et quand vous venez en Auvergne, en règle générale, dans les restaurants, on vous propose énormément de charcuterie. Et ce qui est assez étonnant quand même, c'est que c'est un territoire qui effectivement développe peu de filières porcines. On a seulement, par exemple, les Salaisons Bernard installés à Job qui importent finalement les jambons. Et il paraissait assez intéressant effectivement de développer à l'entrée de ce bourg de Saint-Bonnet-le-Bourg une petite activité donc de saloir et de dégustation, et ça aussi également en lien avec l'abattoir d'Ambert. Voilà, je m'excuse si j'étais un peu long. Je vais repasser la parole à Moira qui a la charge de conclure cette présentation. Merci de votre écoute. Effectivement, juste pour dire un tout petit peu ce que ça nous a apporté, ce travail qui a été porté par les étudiants de l'ENSACF et le travail de David dans le cadre de sa recherche. Effectivement, on s'est rendu compte en fait que le territoire de projet qui était le PAT pouvait être un territoire d'études extrêmement riche, et que du coup, ça a vraiment permis de projeter de manière un peu créative et prospective les différentes évolutions paysagères, de pratiques agricoles qu'on avait envisagées en fait dans le cadre stratégique qu'on a dessiné avec le PAT. Finalement, au-delà d'un document cadre, et puis, voilà, le PAT, c'est aussi un espace d'échange et de débat. Et je crois que ce travail-là, il nous invitait en fait au débat, il nous a questionné sur les conditions et les actions à réaliser pour mettre en œuvre cette relocalisation de notre système alimentaire. Donc, extrêmement intéressant. Peut-être que pour faire le lien un peu avec un projet concret qui se met en œuvre petit à petit aujourd'hui, je dirais
dirais que ça fait bien le lien avec des projets comme celui qui est en train de se mettre en place sur la plaine de Sarlève, dont vous a parlé David Robin juste avant. C'est un projet de développement agricole collectif qui est porté par l'association Terre de Liens Auvergne, le groupement des agriculteurs bio du Puy-de-Dôme et puis l'association Îlot Paysan. Et c'est vrai que ce projet-là, il a vraiment l'intérêt de s'inscrire dans une enclave qui est la plaine de Sarliève, et ça redonne vraiment de la valeur à cette enclave, à cette entrée de la métropole clermontoise. Du coup, ça éclaire vraiment un espace un peu charnière, et il me semble que un peu dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça permet aussi de redonner toute la valeur agricole à ce type d'espace. Donc, c'est extrêmement intéressant pour l'avenir de notre territoire. Merci à vous. J'arrête le partage d'écran donc pour écouter Tournu. Merci beaucoup David, merci beaucoup Moira. Oui, donc avant de passer au cas de Tournu, pour les participants qui font partie de structures, de collectivités et qui souhaiteraient en fait rejoindre ou en tout cas contacter des enseignants-chercheurs ou des personnes qui travaillent dans le milieu universitaire, n'hésitez pas à vous rapprocher du Réseau Rural National et du PUCA pour pouvoir vous donner en fait les contacts que l'on a à disposition. Parce que par exemple, tout à l'heure, Hélène Millet a parlé du prochain appel à projet POPSU Territoire. C'est des rencontres, c'est des idées qui peuvent naître grâce à ce type d'événements et de rapprochements. Donc, je passe la parole à Gaëtan Mangin et Céline Braillon pour un autre territoire, un autre échelon sur Tournu. Oui, Gaëtan, Céline, vous avez réactivé le son? Alors, c'était à Céline de démarrer la présentation. Et apparemment, son micro n'a pas l'air de... C'est bon. Si, ça y est, vous m'entendez? Parfait. Oui. Voilà, très bien. Bonjour, donc effectivement, je vais démarrer et passer la parole ensuite à Gaëtan Mangin qui déroulera l'ensemble du projet pour revenir à la fin en conclusion sur les enjeux et les perspectives. Donc, je m'appelle Céline Braillon, je suis membre du conseil d'administration de Tournu Joie Vivant, qui est une des associations coproductrices de ce projet, avec donc les chercheurs et puis la ville de Tournu. Alors, je vais démarrer par une brève présentation de Tournu. Faut savoir, bon, on connaît Tournu, je pense quand même pour au moins deux sujets. Sa belle basilique, Saint-Philibert, et puis c'est le nombre de restaurants étoilés. Voilà, il y en a rien que trois sur Tournu, et c'est une ville qui effectivement est sur un axe nord-sud important, et qui donc est quelque chose d'important par rapport au milieu rural, qui est en fait un espace intermédiaire important entre le milieu rural et puis Mâcon et Châlons. C'est-à-dire c'est un espace, c'est un endroit qui est nécessaire finalement dans les flux entre l'espace rural et l'accès finalement aux métropoles intermédiaires comme Mâcon et Châlons, et plus largement Lyon et Paris, quoi. Donc il y a une espèce d'interaction forcée, disons, entre l'espace rural et la ville de Tournu autour de ces liaisons ferroviaires, fluviales et autoroutières. Voilà. Donc, l'autre caractéristique de Tournu, c'est qu'il y a effectivement un tissu associatif extrêmement dense. Il y a 120 associations dans tous les domaines, avec une prégnance forte déjà depuis plusieurs années de présence d'associations autour des questions d'agriculture et d'alimentation. Il y a une énorme AMAP qui existe depuis 10 ans. Il y a une cagnotte solidaire sur des projets d'agriculture. Il y a un groupe local Terre de Liens qui est important aussi sur le bassin de vie. Voilà, il y a une prégnance à GFA alternative qui vient de se monter. Il y a un intérêt commun autour de ces questions d'alimentation, d'agriculture assez fort qui se joue entre des acteurs de Tournu même et des acteurs du proche bassin de vie. Mais il y a une histoire un peu particulière qui est venue aussi activer tout ça et mobiliser fortement et
et créer, disons, des interactions fortes dans le milieu associatif, c'est comme assaillant, c'est un projet d'artificialisation des sols dans la zone nord de Tournu par l'ancien maire de Tournu-Claude Roche autour de la création d'un énorme 22 000, je crois que c'était 22 000 mètres carrés, d'un énorme centre commercial avec un hypermarché Leclerc. Et ça a fédéré, ça a mobilisé contre énormément, évidemment, d'associations. Les commerçants de Tournu, bien sûr, puisque en plus, le centre-bourg de Tournu, comme beaucoup de villes, petites villes moyennes comme ça, eh bien, effectivement, est en vieillissement et connaît des difficultés de dynamique d'attractivité. Mais donc, certes, les commerçants, mais aussi toutes les associations, que ce soit des associations culturelles, il y a beaucoup d'associations musicales autour de la musique à Tournu. Il y a un cinéma d'art et d'essai en plein centre de Tournu qui était effectivement aussi très menacé. Donc, il y a eu une mobilisation extrêmement forte et une association spécifique qui s'est créée, donc Tournu Joie Vivant, pour lutter contre ce projet pendant 1 an et demi. Donc, c'était en 2016. Et cette année et demie de bagarre intense a conduit à ce que parce qu'il n'y avait pas que ce projet-là grandiloquent et fou de l'ancien maire, il y en avait d'autres comme ça du même genre, mais donc a abouti à la démission du conseil municipal et la démission du maire, avec donc des élections anticipées qui ont eu lieu en octobre 2017. Mais tout ça, ces élections anticipées ont permis à une liste citoyenne autour eh bien, de militants de Tournu Joie Vivant notamment, mais aussi d'autres associations, de se porter candidat et donc de co-construire. L'idée, ça a été co-construire un pôle de programme municipal avec tous ceux qui se sont mobilisés contre le projet d'hypermarché. Donc, il y a eu avant l'été 2017 et durant tout l'été, beaucoup de chantiers citoyens autour des questions culturelles, de santé, de transport, etc., et donc d'alimentation, et qui ont effectivement suscité beaucoup d'intérêt et débouché sur des propositions qui ont ensuite été reprises dans le cadre du programme municipal. Voilà. Et notamment autour de la restauration collective, et on va y revenir. Voilà, donc du coup, ces chantiers citoyens, après l'élection de la nouvelle municipalité, eh bien, se sont poursuivis. Donc, que ce soit dans le domaine, dans un cadre de concertation avec la mairie ou indépendamment de la mairie, comme par exemple un groupe sur les questions de santé, en concertation avec la mairie, en coproduction autour de l'avenir du cinéma à la Palette, de la bibliothèque, l'aménagement des places, etc. Donc, tout ça s'est poursuivi de manière assez informelle ou dans un cadre plus formalisé depuis effectivement octobre 2017. Alors, Tournu Joie Vivant, pendant ce temps-là, Tournu Joie Vivant avait, disons, ses militants avaient été aspirés par la liste municipale et on est un certain nombre d'acteurs à se dire, il faut reprendre Tournu Joie Vivant. Et on l'a axé sur les questions d'alimentation saine pour tous parce qu'on s'est dit que c'était bien la continuité, la lutte contre l'accaparement des terres qui était le point effectivement d'opposition au projet d'ancien maire. Effectivement, il fallait passer à des projets pour et effectivement travailler sur un système alimentaire territorial. Et ça, on a été rejoint par beaucoup d'associations que je vous ai citées, dont la MAP, dont la Cagnotte, l'épicerie. On a une épicerie sociale solidaire aussi très partie prenante qui a une vraie réflexion sur un changement de modèle de l'aide alimentaire et qui est en train de développer un projet de maraîchage bio avec des chantiers d'insertion pour les personnes vulnérables. Et notre idée, ça a été effectivement l'idée qu'un projet de territoire entre Tournu et son bassin de vie, on ne s'est pas limité à la Comcom, mais on a considéré le bassin de vie d'une manière assez floue, volontairement floue,
pouvait être structuré autour des questions d'alimentation, au sens effectivement justice sociale, Gaëtan va en reparler, hein, mais aussi sur la question du foncier, du mieux vivre des agriculteurs, la restauration collective bien entendu, et le développement d'une offre d'une alimentation saine et de qualité. Alors ça s'est traduit, on a continué donc à travailler, il y a eu un travail commun entre la municipalité et nous et un certain nombre d'acteurs, notamment autour de la restauration collective et autour de la création d'un marché bio qui a vu le jour à Tournu. Par ailleurs, il y avait des initiatives, un certain nombre d'initiatives portées par le conseil départemental autour du développement du maraîchage, par la Comcom d'à côté, la Saône-et-Garonne, autour de l'idée de plateforme de transformation. Voilà, donc il y a plein d'initiatives comme ça qui ont émergé. Et Popsu est arrivé à point nommé, effectivement, pour nous aider à structurer tout ça et nous donner un cadre de travail, un cadre méthodologique qui manquait un petit peu, qui nous manquait, quoi. Et puis, faut voir qu'effectivement, Tournu, il y a un défaut, il y a comme toutes les petites villes, hein, il y a un manque d'ingénierie territoriale flagrant, et que, eh bien, on est dans une démarche de coproduction entre les élus de Tournu et puis un certain nombre d'acteurs du territoire au sens large, qui nous permet effectivement de développer de l'expertise. Mais ça, je vais laisser Gaëtan poursuivre pour revenir à la fin sur les enjeux d'aujourd'hui. Voilà, merci et à tout à l'heure. Alors, ce que je voulais dire, enfin Gaëtan le dira aussi, mais on démarre. Ça, c'est voilà, on n'a pas toute la richesse de projets d'actions en cours de Clermont. On a démarré en janvier. Et compte tenu des mois de confinement, vous imaginez bien qu'on est dans une phase de co-construction complète. Voilà, je laisse la parole à Gaëtan. Oui, merci beaucoup Céline. Bonjour à tous. Je vais rembrayer hein, là où s'est arrêté Céline. Donc effectivement, comme elle le disait, hein, c'est le programme Popsu. Il est arrivé à Tournu vraiment à un moment où les acteurs locaux, politiques, associatifs étaient déjà en train de lancer un grand chantier sur l'alimentation et il manquait un petit peu d'éléments de méthode hein, pour lancer ce chantier et le structurer. Et donc, l'objet, c'était notamment de permettre un accès à tous à un certain type, à une certaine alimentation, avec une volonté aussi de reconnecter la production et la consommation, donc les agriculteurs et puis les consommateurs, dans la conséquence directe hein, de cette installation, du refus de cette installation du centre Leclerc. Et donc, le programme Popsu est arrivé dans ce contexte-là et il a représenté un petit peu la possibilité de structurer toutes ces volontés autour d'un projet de territoire. L'objectif pour nous sur Popsu à Tournu, ça a été de comprendre un petit peu comment le territoire pouvait être un espace de capacitation, c'est-à-dire essayer de comprendre un petit peu comment les ressources potentiellement activables du territoire, potentiellement saisissables, eh bien, elles pourraient permettre aux individus et aux collectifs d'être et faire ce qu'ils valorisent, d'accéder un petit peu à la vie à laquelle ils aspirent, et puis de voir quelles sont les possibilités, les leviers, et puis aussi les freins pour y accéder. Voir finalement comment le territoire peut combler le fossé entre ce que je vis et la vie que je valorise et à laquelle j'aimerais accéder. Et ceci, dans la perspective de trouver aussi plus de justice sociale et environnementale sur le territoire et de réduire la fracture alimentaire et sociale. Donc le travail il a été engagé sous forme d'ateliers de travail collectifs, ouverts à tous, hein, et qui rassemblait principalement donc, des élus et des membres et représentants d'associations, et puis aussi les chercheurs. On reviendra un petit peu hein, sur la méthodologie des ateliers. Donc rapidement, il y a eu une très bonne synergie entre les acteurs associatifs et puis les chercheurs qui ont pris un petit peu part hein, aux réseaux locaux par le fait. La mise en œuvre de Popsu a Tournu, elle a visé vraiment un programme de démocratie alimentaire et qui s'est mis donc en place via une méthodologie de recherche participative. Il était question de mettre en œuvre un diagnostic, d'une part, mais aussi des actions sur le territoire à partir d'une méthode d'enquête qui mêlait les citoyens et les chercheurs. Et de manière plus générale, au Living Lab pour la transition sociale et écologique à Dijon, et bien sûr à Tournu, notre méthode consiste à former des publics.
c'est-à-dire qu'on cherche à permettre aux individus avec lesquels on travaille, citoyens et autres, de se saisir à la fois d'une approche scientifique de la réalité sociale, mais aussi et surtout de méthodes d'enquête universitaires. Pardon, j'ai oublié de faire défiler le PowerPoint. Donc ici, on parle de méthodes de recherche telles que le focus group, l'observation, l'entretien, le questionnaire et bien d'autres encore, dans le but de rendre intelligible en fait la situation vécue par les acteurs, d'expliciter leurs aspirations aussi, de comprendre leurs freins, les freins du territoire pour, in fine, impulser des actions sur ce territoire. Donc là, il y avait bien un double enjeu, il y a bien un double enjeu sur ce programme, c'est créer de la connaissance, de la théorie, mais aussi des savoirs actionnables qui permettront l'action. Et donc la recherche participative, telle qu'on la conçoit, elle permet l'articulation de différentes échelles de savoir, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un savoir de terrain, une connaissance du territoire, des acteurs, des ressources qui est indispensable pour l'intervention des chercheurs, et puis aussi des savoirs scientifiques, des théories, des méthodes que les chercheurs peuvent venir insuffler dans la dynamique, toujours avec ce principe de symétrie des savoirs. Et donc, au fur et à mesure des ateliers, les perspectives de recherche, elles se sont dessinées un petit peu collectivement. Le programme, il devait pouvoir donc tout à la fois établir un diagnostic, mais aussi insuffler une dynamique collective et pérenne d'action. Et donc, on a très rapidement accepté le fait que cette dynamique-là, eh bien, elle dépasserait aussi le cadre temporel du programme POPSU, qui est d'1 an. Et donc, le but, c'est de permettre aussi, avec ce programme-là, de lancer une dynamique sur le territoire qui puisse aller au-delà uniquement du programme POPSU. Une des particularités de la dynamique à Tournu, que Céline a déjà bien esquissée et sur laquelle je vais revenir un petit peu, c'est en fait l'entremêlement entre les différents acteurs associatifs, municipaux, et de fait aussi l'entremêlement des différents acteurs au sein de la dynamique de recherche-action. Et notamment aujourd'hui, un exemple, un bon indicateur de ça, on se rend compte que le maire de Tournu lui-même se revendique aujourd'hui du programme POPSU et le promeut dans sa campagne. Et notamment parce que son programme, il entre en adéquation effectivement avec les orientations du programme POPSU tel qu'il se fait sur Tournu, à savoir, là je vais citer quelques grands enjeux, mais des enjeux de libération du foncier suite au départ en retraite des exploitants, l'installation de nouveaux agriculteurs, la réorientation de la production locale vers la fourniture de circuits localisés, le renforcement ou développement d'un type de production et de distribution, magasins de producteurs, AMAP, épicerie sociale, etc. Et puis l'approvisionnement de la restauration collective, avec l'ambition à terme de se diriger aussi vers un PAT. Donc on observe une appropriation au niveau politique de l'outil de recherche, une appropriation au niveau local par les associations, mais aussi par les élus et acteurs politiques locaux. Je vais en venir un petit peu aux résultats actuels. En fait, on considère un petit peu que nos premiers résultats, pour l'instant, ils sont surtout d'ordre méthodologique. Dans un premier temps, par rapport aux ateliers tels qu'ils ont été mis en place donc avec les acteurs de POPSU sur Tournu. Donc, comme évoqué, on a vraiment tenté de mettre en œuvre une dynamique de symétrie des savoirs, symétrie des connaissances. Par exemple, avec ça aussi une convivialité qui est très importante pour nous, qui passe par des choses très concrètes, prendre le petit déjeuner ensemble, se tutoyer, mais voilà, pour nous c'est très important et on considère ça comme de véritables outils méthodologiques pour que chacun puisse s'approprier la démarche, prendre sa part, donner sa part, recevoir sa part. Donc ça, c'est un premier résultat déjà. Et puis un autre résultat, c'est le programme de recherche-action qui en fait, là, on est vraiment aujourd'hui à un moment charnière sur POPSU à Tournu parce qu'on a vraiment bien stabilisé le travail à faire. Et puis, on est dans cette période, on est vraiment au début de la période de terrain. Et donc, cette période de terrain, ce programme de recherche-action, il va s'orienter autour de 2 axes. Donc, faire de Tournu un territoire de production et puis aussi faciliter l'accès à une alimentation de qualité sur Tournu, avec bien évidemment la question de la qualité qu'il y a à définir collectivement. Donc, la clarification des méthodes, la voici. Donc, on a, sur la question de la production, on a un questionnaire qui va être passé auprès de l'ensemble des professionnels de Tournu et ses alentours.
afin de capter un petit peu les différentes perspectives dans lesquelles s'inscrivent les producteurs. L'idée, c'est de permettre aux producteurs de se positionner eux-mêmes dans différentes échelles de valeur, différentes manières de produire. Ensuite, sur la question de la production, donc la question de la production, elle a été ensuite scindée en deux. Donc la question de la production domestique, cette fois-ci, on a un premier travail quantitatif. Donc on a dans les participants à POPSU citoyens, on a une statisticienne qui a pu apporter ses compétences et notamment d'échantillonnage pour permettre un échantillonnage par sexe, par âge et puis par CSP sur le territoire de Tournu. Et donc, on va faire passer d'ici 2 semaines, donc on a 4 étudiants qui ont été embauchés sur 2 jours et qui vont faire passer 120 questionnaires sur les marchés afin de questionner un petit peu les différents désirs et les différents freins concernant la production domestique. Et puis, des premières perspectives, des premiers résultats qui auront été esquissés par ces questionnaires, eh bien, on pourra tirer de nouvelles idées à aller approfondir ensuite en entretien semi-directif, donc qui va plus aller questionner les questions des valeurs, des représentations. Ça, c'était la question de la production. Ensuite, sur la question de l'alimentation de qualité, ici, on va mettre en œuvre 4 focus groups, 4 groupes de travail sur lesquels on va faire un petit peu discuter les personnes entre elles pour essayer, pareil, de déceler leurs aspirations, les freins et comment le territoire pourrait leur permettre d'accéder à une alimentation de qualité. Donc, on a un premier focus group qui a été effectué la semaine dernière avec ce qu'on a appelé les citoyens engagés. Donc ici, il s'agit de citoyens qui sont quand même relativement sensibilisés à la question de l'alimentation de qualité. C'était un petit peu c'était aussi pour permettre aux enquêteurs-acteurs d'avoir un premier coup un peu plus facile avec ce groupe des citoyens engagés. On a ensuite le groupe des parents d'élèves, avec là cette idée d'aller questionner un petit peu les modes de vie quotidienne, la question de la pédagogie aussi, qui peut être liée à la question de l'alimentation et de sa qualité. On a le groupe communauté villageoise, qui ici, en fait, rejoint un peu l'idée des citoyens engagés. Simplement, les citoyens engagés, c'est les citoyens de Tournu. Tandis que la communauté villageoise rassemble des personnes engagées, mais sur les communes beaucoup plus rurales, les petites communes autour de Tournu, où rayonne éventuellement aussi la petite ville de Tournu. Et puis enfin, l'épicerie sociale et solidaire, qui va nous permettre là de questionner la question des freins, et pas uniquement financiers, des questions aussi des valeurs, des représentations autour de l'alimentation de qualité chez les publics plus précaires. Avec ici un lien qui est fait avec la DREAL de Dijon, et notamment un chercheur qui travaille sur les questions d'empowerment et de l'accès aux publics précaires dans une démarche de recherche. J'ajoute aussi qu'on a une stagiaire sur POPSU qui s'est notamment chargée de mettre en œuvre le protocole des focus group, et puis qui a un travail aussi relativement remarquable. Il s'agit d'AgroSup. Voilà, je vais terminer là. Il y a aussi un séminaire public qui sera prévu en octobre-novembre, qui permettra de faire une première restitution des résultats de cette démarche de recherche qui, comme je l'ai dit, commence à peine et va se dérouler sur les 3 mois à venir globalement. Voilà, je repasse la parole à Céline. Merci Gaëtan. Donc, sur les enjeux d'aujourd'hui, je te laisse passer la diapo d'après. Je te laisse faire. Voilà, sur les enjeux. Alors, déjà, sur ce que ça a apporté. Comme vous le voyez, on est dans une démarche dans la phase méthodologique. Il a fallu qu'il y ait quand même une confiance qui s'installe entre les chercheurs et puis les acteurs locaux. Et ça a pris du temps, ça prend forcément du temps pour arriver effectivement à coproduire ces questionnements spécifiques à chaque groupe et se mettre d'accord sur les méthodes de travail, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges et de débats entre les acteurs locaux et les chercheurs pour co-construire ça.
Et ça a généré effectivement la circulation de savoirs nouveaux, c'est-à-dire il y a une expertise citoyenne qui est là, mais qui du coup se trouve effectivement en capacité, comme dirait Dany l'Apostole, en capacité par effectivement ce qu'apportent les chercheurs et les savoirs qui circulent, à la fois sur les éléments méthodaux, et on fait circuler par mail énormément de pratiques qui viennent d'ailleurs ou d'articles de chercheurs d'ailleurs, etc. Voilà. Donc, c'est extrêmement important, et c'est quelquefois, moi, je fais souvent l'interface entre les acteurs locaux et les chercheurs. Et quelquefois, ça râle ici chez les acteurs en disant « Oh là là, on est submergé de mails, oh là là, tout ce qu'on doit lire, tout ce qu'on doit, je suis perdu, tu peux me redire, etc. » Voilà. Donc, il y a aussi ça, hein, c'est-à-dire c'est très exigeant pour le noyau de base. Disons, le noyau de base, c'est à peu près une vingtaine de personnes, hein, c'est pas plus que ça. Voilà. Donc, il y a ce noyau de base. Alors, justement, ce noyau de base, eh bien, il doit s'élargir. Ça fait partie des enjeux à venir, c'est-à-dire c'est l'équilibre d'une part, entre les Tournusiens et les habitants de l'espace rural, parce qu'on s'aperçoit que l'espace rural, finalement, est très représenté, peut-être un peu plus que les Tournusiens. Donc, il va falloir mobiliser les commerçants, il va falloir mobiliser d'autres. Par exemple, il y a un conseil d'habitants du quartier de la Madeleine qu'il va falloir mobiliser, etc., pour arriver à effectivement sortir de l'entre-soi, à la fois sur le plan effectivement géographique et des intérêts des citoyens suivant leur lieu d'habitat, etc. Et puis aussi évidemment sur le plan social. C'est pour ça que ça va être le travail qu'on va faire avec les piscines sociales solidaires va être extrêmement important pour la suite, pour effectivement apporter le côté pour tous de l'alimentation saine. Voilà, donc la construction d'une expertise citoyenne, j'en ai parlé. Il y a, et puis, il y a ce débat qu'on a eu assez fortement sur le choix à faire entre deux approches, c'est-à-dire, faut-il consolider nos connaissances par le biais effectivement d'enquêtes plus quantitatives, comme ça a été choisi sur la production domestique, ou faut-il effectivement que notre questionnement soit un outil de mobilisation citoyenne? Alors, c'est un débat et on a besoin des deux. On a besoin de consolider de la connaissance, c'est extrêmement important, mais on a aussi besoin de mobiliser aussi par des actions concrètes. C'est-à-dire que, et dans le séminaire qui va venir, il va falloir vraiment pouvoir imaginer déjà monter des actions concrètes qui permettent effectivement de consolider les bases d'un projet alimentaire territorial. Il y a un autre sujet, c'est l'expertise citoyenne qu'on est en train de constituer. Quelle valeur elle a vis-à-vis des institutions? Par exemple, sur les données sur l'agriculture, on voudrait avoir un état des lieux du bassin de vie. On comprend qu'effectivement, les données, elles datent d'il y a 10 ans. Est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir accéder à des données plus récentes pour pouvoir finalement comprendre les enjeux et diagnostiquer le territoire dans ses productions, ses flux, etc. Donc ça, on va avoir besoin vraiment de ça pour aller interroger les producteurs et toutes les institutions, bien sûr, la SAFER, les chambres d'agriculture, la DTT, voilà, les syndicats agricoles qu'on compte effectivement contacter. Mais la question de notre légitimité, elle est posée. Et dernier point, qui est le point politique et qui est un peu paradoxal, c'est qu'en fait, on est très soutenu par la commune de Tournu. Pour l'instant, disons que la Comcom, c'est un peu compliqué. Je ne considérais pas jusqu'à présent que l'alimentation, c'était un sujet pour elle. Voilà, donc il y a des changements là qui devraient venir. On attend, disons, le 16 juillet pour voir si le sens des choses changera. Il y a heureusement d'autres Comcom alentour et d'autres institutions
politiques qui ont un large intérêt sur ce sujet et sur lequel on pourra s'appuyer. Mais à un moment, on va se heurter à ça. C'est-à-dire, l'expertise citoyenne, c'est bien. D'avoir quelques élus de la ville de Tournu qui sont complètement en coproduction, c'est bien, mais il va falloir effectivement que l'espace politique s'élargisse et ça va être un enjeu fort pour l'avenir. Voilà. Eh bien, merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Céline et Gaëtan. Donc là, on a quand même deux bons exemples de ce qui peut se passer dans le travail croisé avec des chercheurs sur les territoires et les différents acteurs. Vous en avez rappelé de nombreux. Pour terminer cette première partie en fait, du webinaire, puisque après, on va continuer sur des ateliers. Il y aura l'atelier 1 sur Clermont et l'atelier 2 sur Tournu. Je vais passer la parole à Hélène Pesquine, qui est donc la secrétaire permanente du PUCA. Hélène, c'est à vous. Bonjour à tous et merci beaucoup de cette initiative de rapprochement en webinaire avec, du PUCA avec et de ses travaux avec le réseau rural français. Pour nous, c'est très enrichissant, nous qui venons plutôt du développement urbain et des milieux de l'urbanisme et de l'architecture et de la construction, voir des stratégies de territoire, mais qui sont souvent des stratégies de territoire urbain, ou en tout cas vues depuis la ville, on va dire. C'est très important de nouer ces partenariats nouveaux. Alors, c'est d'autant plus important depuis quelques années, en tout cas, le PUCA s'intéresse vraiment beaucoup au pouvoir d'agir des territoires face aux défis nouveaux, et en particulier les défis environnementaux. On l'a vu aussi, les défis sociaux, des inégalités qui se creusent, les défis sanitaires, pas seulement ceux du virus, mais aussi liés à l'alimentation, à sa qualité, aux pollutions, etc. Et évidemment, les distorsions économiques qui peuvent exister entre les territoires. Et donc, la question qu'on se pose régulièrement dans ces partenariats de recherche, c'est de voir qui a le pouvoir d'agir dans une société locale donnée, depuis l'élu jusqu'aux citoyens, en passant par les acteurs économiques ou d'ailleurs les chercheurs et les acteurs universitaires. Et comment il agit. C'est bien l'idée de la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines que d'arriver à décrire, finalement, c'est plutôt ça l'objectif, décrire ce qui se passe dans le territoire, depuis le territoire et avec le territoire, pour en tirer des enseignements qu'on cherchera à généraliser autant que possible. On avait d'ailleurs, autour de PopSu Métropole, il y a 1 an ou 2, organisé un séminaire de travail qui s'appelait « Coopérer pour mieux gouverner ». Je crois que ce qui vient de nous être présenté dans ces 2 études de cas est extrêmement intéressant et probant par rapport à cette question de la coopération. Alors, elle ressort beaucoup des réflexions sur le monde d'après la crise du Covid. On ne sait pas travailler seul, l'État a besoin des collectivités, les collectivités ont besoin des citoyens, les solidarités ont besoin d'associations, on a besoin de chercheurs pour comprendre ce qui nous arrive. Enfin, on voit bien à quel point se sont mises en place ces solidarités de fait face à la crise. Il nous semble, nous, que ça se traduit déjà depuis plusieurs années sur les territoires, cette question de coopération, et qu'il est très important de le mettre en avant, notamment en étant au PUCA une agence de l'État, parce que c'est pas toujours évident, vu depuis l'État ou vu depuis l'administration centrale, de croire ou de comprendre ces modalités de coopération. D'abord parce qu'on est loin du terrain, il faut le dire, et c'est pour ça qu'on s'attache beaucoup, nous, à travailler avec et sur les territoires, en immersion, enfin, à développer des modalités de recherche, et ça a été très bien décrit. C'est pas très facile, pas toujours facile, parce qu'il y a des questions culturelles, des questions de positionnement, de posture, parfois des enjeux politiques, parfois des enjeux académiques, au sens des codes académiques qui sont pas évidents à gérer, mais on est très attaché à ce que ces travaux se déroulent vraiment au cœur des territoires qu'on essaie d'observer, avec à la fois des plus-values locales, c'est-à-dire très concrètement, les études PopSu Territoire comme PopSu Métropole, elles doivent servir aux élus et à la société sur laquelle travaillent ces chercheurs. Donc, on voit très bien dans les plateformes métropolitaines qui s'élargissent de temps en temps au comité de développement ou aux autres cercles de la société civile locale. On le voit très bien aussi dans le lien entre élus et techniciens. Ces éclairages servent à l'action. Et puis, on le voit d'autant plus avec une proximité facilitée dans les petites villes de moins de 20 000 habitants qui sont étudiées par PopSu Territoire, puisque là, on a en moins, si je puis dire, la lourdeur d'une structure administrative qui, parfois, dans les métropoles, est un peu plus prégnante, on va dire. Et donc, une proximité immédiate entre les élus, les techniciens
qui ne sont pas très nombreux en général, et les chercheurs. Donc ces éléments, je trouve qu'ils viennent d'être présentés, illustrent très bien l'esprit du programme POPSU. C'est même très satisfaisant de l'entendre, cette notion de confiance. Nous, on est beaucoup attachés à la fois à la conscience et à la confiance. C'est-à-dire la conscience qu'on est face à des crises majeures et des défis nouveaux, et qu'il faut que chacun essaye de comprendre l'épaisseur, on va dire, et la nature complète. Ces crises, encore une fois, ne sont pas qu'environnementales, elles sont aussi sanitaires, sociales, sécuritaires, économiques. Donc la confiance et la confiance, parce que si on n'a pas confiance dans les gens avec lesquels on travaille, on n'agira pas si bien, et surtout on aura du mal à développer les coopérations dont je parlais tout à l'heure. Sur le sujet alimentaire en particulier qui a fait l'objet de la session de ce matin, j'ai écouté presque l'ensemble des présentations. Je suis arrivée un peu en retard, vers 10h30, mais j'ai à peu près suivi. Il me semble aussi qu'il y a un regard particulier sur la production des territoires et leurs ressources, et c'est du coup très intéressant par rapport à ce partenariat avec le réseau rural, parce que on a aussi, évidemment exacerbé par la crise et la fermeture des frontières, mais c'est un sujet quand même qui a émergé depuis plusieurs années. On a aussi un besoin de mieux comprendre comment les collectivités sont ancrées dans leur territoire, où sont leurs ressources, quels sont leurs besoins et leurs déchets, dans l'idée du métabolisme urbain, et comment elles peuvent développer de l'emploi en transformant ces ressources. Et donc c'est là la question un peu du pouvoir économique des collectivités et des sociétés locales. Aujourd'hui, on a fait ce focus sur l'alimentation et la production agricole, puisque c'est évidemment un sujet qui est au cœur aussi des travaux du réseau rural français, mais on l'étudie aussi avec le PUCA sur des notions de production plus industrielle, de manufacture, de réintroduction de la manufacture dans les villes, et de transformation des ressources locales, pas uniquement alimentaires, mais aussi en biomatériaux, etc. Donc on voit bien qu'il y a aussi là toute une réflexion sur les jeux d'acteurs et les filières qui se créent, à mieux comprendre comment une collectivité est ancrée dans son territoire, proche et lointain, qu'elle soit une métropole d'ailleurs ou une petite ville, qu'on la regarde depuis la métropole ou la petite ville, et ces travaux seront très illustratifs à ce sujet. Et donc, on est de plus en plus content d'élargir notre réseau de partenaires avec POPSU. Le partenariat avec le réseau rural français va nous permettre de renforcer notre pilotage du programme POPSU Territoire en particulier, et notamment à l'occasion de cette 3e session, puisque je crois qu'on vous a présenté en début de réunion les 2 premières sessions, donc 2018 et 2019. On lance une 3e session pour justement trouver des travaux de recherche qui s'orientent plus sur les sujets de ressources, d'énergie, d'alimentation, d'agriculture. Alimentation, on l'a un peu vu, mais pas tellement l'agriculture au sens vraiment de la production, de l'exploitation des sols agricoles. Et donc, on est très renforcé par ce partenariat. On sera très disponible pour continuer à diffuser ces travaux dans vos réseaux, et inversement, je pense. Et cette 3e session devrait nous permettre de trouver d'autres études de cas à présenter sur nos sujets communs. Merci beaucoup, Hélène. En effet, là déjà, ce webinaire représente une bonne première pierre à votre intégration et aux coopérations possibles avec le réseau rural national. Je vous propose donc, pour conclure cette plénière, maintenant de passer en fait à des échanges qui sont plus directs là via le support Zoom, avec les liens que vous avez normalement qui doivent apparaître à droite de votre écran pour atelier 1, atelier 2. Donc ne vous inquiétez pas, il faut pour nous tous à peu près 5 minutes pour fermer et passer en fait à ces sessions-là, et nous terminerons donc par un échange qui ira au-delà de midi, puisqu'on avait prévu quand même un peu plus de temps. Donc pour les personnes qui n'ont pas faim et qui veulent poursuivre, nous sommes là bien au-delà de midi. Donc je vous remercie à tous. N'hésitez pas à remplir le questionnaire qu'on va vous envoyer pour déterminer les prochaines thématiques à partir de septembre. Donc ça sera toutes les 2 semaines, les jeudis de 10h à midi. Et donc, n'hésitez pas aussi, j'ai vu dans les participations qu'il y avait de nombreuses études qui étaient citées par des participants, à nous envoyer les liens, à nous envoyer les publications, et on les rajoutera en fait sur cette page commune. Voilà, merci à tous, et donc à tout de suite pour les ateliers. Et merci à tous les intervenants. À tout de suite.